Je suis aujourd'hui au Petit Palais pour vous parler d'impressionnisme qui est définitivement le mouvement le plus connu, le plus populaire au monde. On connaît tous les grands noms de ce mouvement, donc Monet, Degas, Renoir, Pissarro, etc., etc. Mais on connaît très peu, voire pas du tout, les quelques femmes qui ont fait partie de ce mouvement et qui, pour certaines, ont eu un rôle crucial dans le développement et dans la diffusion de l'impressionnisme. Et donc ce premier épisode d'Exceptionnel est consacré aux artistes femmes impressionnistes. Il y a une cinquantaine de peintres impressionnistes officiels dans le sens où cette cinquantaine d'artistes ont participé aux expositions impressionnistes. En fait, ces expositions, il y en a eu 8 sur une période de 12 ans, donc entre 1874 et 1886, et les peintres les ont organisées eux-mêmes. Ils se sont réunis tous parce que leurs œuvres étaient constamment rejetées par le salon, donc le salon officiel de peinture et de sculpture, qui était le grand événement artistique annuel à Paris, voire même dans le monde entier. Ils ont organisé donc une première exposition en 1874 qui a été moquée par la critique, qui était un fiasco total où ils n'ont quasiment rien vendu, mais ils ont persisté, ils ont continué à exposer donc pendant ces 12 années pendant lesquelles l'impressionnisme va peu à peu s'imposer. Mais sur ces 50 artistes, il n'y a eu que 5 femmes. Et sur ces 5 femmes, il y en a 2 qui ont participé une seule fois à une seule exposition et sous un nom d'emprunt. Mais il y a eu 3 femmes qui ont joué un grand rôle dans l'impressionnisme, qui ont été très actives durant toute la période de ces expositions. 3 femmes qui ont été appelées les grandes dames de l'impressionnisme par la critique de l'époque: Marie Cassatt, Marie Bracquemond et Berthe Morisot. Pourquoi il y a eu aussi peu de femmes qui ont participé à ce grand mouvement, ce premier mouvement de l'art moderne? Eh bien, en fait, Marie Bracquemond est un excellent exemple pour comprendre à quel point les femmes étaient empêchées d'accéder à l'art à cette période. En fait, Marie Bracquemond n'aurait a priori absolument pas pu accéder à la création, puisque à cette période-là, l'école des beaux-arts, qui était destinée à former des peintres professionnels, était totalement interdite aux femmes. Il y avait des cours privés qui existaient et qu'ont suivi d'autres artistes femmes, mais ces cours privés étaient extrêmement chers, et Marie Bracquemond, en plus de souffrir des inégalités liées à son genre, souffrait aussi des inégalités liées à sa classe sociale, puisqu'elle venait d'une famille qui n'avait absolument pas les moyens de lui payer ses cours. Elle n'avait donc clairement pas accès à des possibilités d'apprendre à peindre. Pourtant, elle était absolument déterminée à devenir peintre. Elle a réussi à apprendre non pas auprès d'un peintre, mais auprès d'un restaurateur de tableaux qui était en fait probablement un très bon professeur. Et Marie Bracquemond était probablement une élève très assidue, puisque à seulement 17 ans, donc en 1857, elle s'est sentie assez en confiance pour présenter une œuvre au salon officiel de peinture et de sculpture. C'était très mal parti pour que son œuvre soit acceptée, puisque déjà, même si en fait le salon était ouvert aux femmes, dans les faits, les femmes essuyaient un nombre de refus incomparablement supérieur à ceux que subissaient les hommes. Et par ailleurs, il était improbable que dans ce grand événement artistique, le plus grand événement artistique du monde, une femme totalement inconnue et sans éducation artistique officielle réussisse à exposer. Et pourtant, son œuvre a été acceptée. Ça a évidemment été un véritable événement. Son œuvre a été très remarquée au salon, à tel point que le grand peintre, le grand maître Ingres l'a invité à venir apprendre dans son atelier. Ça ressemble à un conte de fées féministes. En réalité, Marie Bracquemond a très rapidement été totalement désillusionnée. Elle est en fait partie après quelques mois seulement dans l'atelier de Ingres, et on a une lettre qui explique en fait sa déception. Elle explique en fait dans cette lettre que Ingres ne croyait pas que les femmes avaient le courage et la persévérance de créer, de mener une carrière artistique. Il imposait donc des limites, il limitait le type d'œuvre que les femmes pouvaient apprendre dans son atelier. Marie Bracquemond s'est donc retrouvée à ne devoir peindre que des fleurs, des fruits, des natures mortes et quelques scènes de genre. Or, elle aspirait à beaucoup plus. Elle a donc quitté l'atelier d'Ingres et elle est allée apprendre seule au Louvre, copier les chefs-d'œuvre pour s'entraîner. Et là, nouvel épisode de conte de fées, un peu moins féministe cette fois-ci. Elle a rencontré au Louvre un homme qui lui a permis de continuer dans la voie artistique, un homme qui va devenir son mari, Félix Bracquemond. Et en fait, Félix Bracquemond va l'introduire à tout son cercle d'amis, dans lequel il y a notamment Monet et
Degas, qui vont tous les deux être extrêmement impressionnés par la technique de Marie Bracquemond, par ses sujets de recherche aussi, puisque elle s'intéresse beaucoup à la lumière, à rendre la lumière, à rendre des instants éphémères, ce qui est vraiment la recherche principale des impressionnistes. Il y a toujours dans ses œuvres de magnifiques jeux de lumière, donc que la lumière soit artificielle ou naturelle, et ces deux peintres vont être si impressionnés que Renoir va inviter Marie Bracquemond à participer aux expositions impressionnistes. Donc elle va participer une première fois en 1879, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, alors qu'en parallèle, ses œuvres continuent d'être acceptées au salon. Elle a donc un succès assez incroyable, même si elle ne vit pas de sa peinture, et son mari va être de plus en plus jaloux de ce succès. Leur fils, en fait, a écrit un livre qui n'a jamais été publié, mais qui nous permet de connaître comment se passait la vie de ce couple d'artistes, et il raconte les crises de jalousie de son père, comment il cachait les œuvres de Marie Bracquemond quand il avait des invités, à tel point qu'en fait Marie Bracquemond va finir par renoncer à la peinture, à la fois parce qu'elle a des problèmes de santé, mais aussi, surtout, pour éviter de nouvelles crises dans son couple. Marie Cassatt et Berthe Morisot, elles, ont eu beaucoup plus de chance. Elles venaient de milieux beaucoup plus privilégiés. Marie Cassatt était américaine. Elle venait d'une riche famille, d'une famille assez libérale, puisque ses parents l'ont laissé étudier les beaux-arts. Ils l'ont laissé suivre une formation académique à l'université de Pennsylvanie. Puis, ils l'ont laissé voyager pendant plusieurs années dans toute l'Europe pour poursuivre sa formation. C'était une peintre extrêmement talentueuse. Ses œuvres ont été très tôt acceptées au salon, ce qui ne l'empêchait pas de critiquer avec virulence le salon, à la fois pour son académisme et pour son sexisme, puisque Marie Cassatt était elle-même très féministe, proche des milieux féministes qui commençaient à se structurer à ce moment-là, et elle était très consciente des discriminations que les femmes, et les artistes femmes plus particulièrement, devaient subir. La façon dont elle a rejoint le groupe des impressionnistes relève presque de la légende, puisqu'elle a raconté qu'un jour, elle s'était retrouvée face à une œuvre de Degas dans la vitrine d'une galerie et qu'elle était restée le nez collé à la vitre, totalement fascinée par cette peinture, puisqu'elle trouvait enfin un peintre qui avait les mêmes préoccupations d'elle, qui voulait en finir lui aussi avec l'académisme. Elle avait un caractère très déterminé et elle a tout fait pour se rapprocher de Degas et de tout ce groupe de peintres qui étaient en train d'inventer la modernité et dont elle voulait faire partie. Et c'est bien Degas qui lui a permis de rejoindre le groupe des impressionnistes, qui l'a invitée à participer aux expositions. Elle a participé à 4 des 8 expositions des impressionnistes, et en fait elle est surtout connue, et elle a tout de suite été reconnue à l'époque pour ses maternités. Et la raison pour laquelle elle, comme les autres artistes impressionnistes, ont beaucoup traité ce thème, c'est tout simplement que les femmes n'avaient pas un choix de sujets aussi vaste que les hommes, n'avaient pas le droit de flâner dans la ville comme les impressionnistes hommes, elles n'avaient pas le droit de peindre seules en plein air, elles étaient assignées à l'espace domestique, elles peignaient donc les sujets qu'elles avaient autour d'elles, et même si ces œuvres peuvent apparaître pour certains d'entre vous un peu mièvres, en fait elles étaient assez révolutionnaires pour l'époque, puisque c'était des visions de l'enfance qui n'avaient rien d'idéalisé. On voit dans ces œuvres des enfants abachis, des enfants au regard dans le vague, des mères qui sont plongées dans des tâches du quotidien, et par ailleurs en peignant le quotidien de ces femmes, elle leur donne de la valeur, elle donne de la valeur au travail domestique, elle fait de la maternité, du travail des femmes, un sujet digne d'être peint. Ce qu'il y a de particulièrement paradoxal avec les œuvres de Marie Cassatt, c'est qu'en fait elle-même n'a jamais eu d'enfant, elle n'a jamais voulu se marier, et au-delà de sa production artistique, Marie Cassatt a aussi eu un grand rôle à jouer dans la diffusion de l'impressionnisme, puisque c'est elle qui a convaincu Durand Ruel, qui est donc le marchand historique des impressionnistes, d'aller s'installer à New York, d'ouvrir une galerie à New York, et c'est en grande partie grâce au réseau de Marie Cassatt que les Américains ont commencé à s'intéresser à l'impressionnisme au point de devenir les plus grands collectionneurs du monde de ce mouvement artistique. Berthe Morisot venait elle aussi d'une famille très riche, et en fait elle et sa sœur Edma ont pu suivre des cours de peinture, et en fait la lettre d'un de leurs tout premiers professeurs à sa mère, à leur mère, est assez édifiante quant à la condition des artistes femmes à cette période-là. Avec des natures comme celle de vos filles, ce ne sont pas des petits talents d'agrément que mon enseignement leur procurera, elles deviendront des peintres. Vous rendez-vous compte de ce que cela veut dire? Dans le milieu de la grande bourgeoisie qui est le vôtre, ce sera une révolution, je dirais presque une catastrophe.
et Edma et Berthe ont effectivement continué. Elles sont devenues peintres. Alors Edma a dû en fait abandonner la peinture après son mariage, mais Berthe Morisot a continué. Elle a été exposée au salon en fait jusqu'en 1874, qui est donc l'année de la première exposition impressionniste. Donc elle était là dès le début et elle a été invitée à cette exposition, donc comme Marie Cassatt et Marie Bracquemond, par Degas, qui pour un grand misogyne a finalement beaucoup fait pour les artistes femmes de son temps. Et Berthe Morisot a été en fait l'une des artistes les plus fidèles à ces expositions impressionnistes, puisqu'elle a participé à toutes les éditions, à l'exception d'une seule, l'année où elle a eu sa fille Julie. Elle a été l'une des impressionnistes qui est allée le plus loin dans la déconstruction des codes de la peinture classique, en peignant à coups de pinceau très visibles ces moments passagers qu'essayait de capturer ce mouvement artistique. Elle est allée très loin, elle est allée jusque laisser certaines toiles inachevées, ce qui a évidemment beaucoup choqué à l'époque. Elle a fini par épouser un homme, Eugène Manet, qui n'est autre que le frère d'Édouard Manet. Elle a choisi cet homme en fait parce qu'elle savait qu'il la laisserait mener sa carrière de peintre, et elle l'a épousé à 27 ans, ce qui était très tard pour l'époque. En fait, il y a toujours un moment, dans tous les documents que j'ai pu consulter sur Berthe Morisot jusqu'ici, il y a toujours un moment où on se perd en conjecture, en supposition quant à la relation que Berthe Morisot et Édouard Manet avaient. Je trouve que ce sont toujours des discussions assez stériles. On ne saura pas s'ils étaient amants ou pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Édouard Manet l'a peint 11 fois, mais il ne l'a jamais représenté en tant que peintre. Il l'a toujours représenté pour sa beauté et pas pour son talent, pour ce qu'elle était en tant qu'artiste. Il ne l'a pas énormément soutenue. Il a même eu du mal à reconnaître qu'elle puisse avoir un rôle quelconque à jouer dans la grande entreprise d'invention de l'art moderne, puisque quelque temps après l'avoir rencontrée, il a notamment envoyé une lettre à son grand ami Fantin Latour en lui disant « Les deux sœurs Morisot sont charmantes, dommage qu'elles ne soient pas des hommes. Finalement, le seul rôle qu'elles peuvent jouer pour la cause de la peinture, ce serait d'épouser toutes les deux un vieil académicien et semer la discorde dans le clan de nos ennemis. » Et alors qu'elle a peint toute sa vie et qu'elle a été l'une des artistes les plus audacieuses de sa génération, sur son certificat de décès, il était inscrit sans profession, et sur sa tombe, il est tout simplement écrit « Épouse d'Eugène Manet ». C'est une conclusion assez amère, mais qui rend bien compte de la situation des femmes à cette période-là, en cette fin de 19e siècle. Heureusement, depuis une cinquantaine d'années, de plus en plus de recherches sont faites sur ces artistes qui ont marqué leur temps, mais qui ont été effacés de l'histoire. Et on voit, notamment depuis les années 2000, de plus en plus d'expositions qui sont consacrées à ces trois grandes femmes, surtout en fait à Marie Cassatt et Berthe Morisot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez jouer votre rôle de passeur de culture, d'information sur ces artistes femmes en partageant cette vidéo, bien sûr. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode d'Exceptionnel.